Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur du site. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Hélène. C'était une décision extrêmement redoutée par les Ukrainiens. Sans crier gare, les États-Unis ont annoncé ce mardi 1er juillet avoir cessé de fournir certaines armes à Kiev, notamment des missiles de défense anti-aériens. Alors, la situation est encore un peu floue car Donald Trump a assuré le contraire ce vendredi matin. Mais toujours est-il que cette annonce intervient au moment où l'Ukraine fait face à une intensification des attaques aériennes russes. La plus massive depuis le début de la guerre a d'ailleurs eu lieu cette nuit de jeudi à vendredi. La Russie a tiré 539 drones et 11 missiles, principalement en direction de la capitale. Cette annonce intervient aussi au moment où les pourparlers entre Kiev et Moscou en vue d'un cessez-le-feu sont plus que jamais dans l'impasse. Les 2 séances de négociations à Istanbul n'ont mené à rien. Les stocks d'armes et de munitions, c'est l'un des points faibles de l'Ukraine face à la Russie. La réaction réjouie du Kremlin à la décision américaine ne dit pas autre chose. Moins il y a d'armes fournies à l'Ukraine, plus la fin de l'opération militaire spéciale est proche. Comprendre proche d'une victoire de la Russie. Alors, Alain Frachon, la Russie prépare, voire a déjà lancé son offensive d'été, comme elle le fait chaque année, mais cette fois-ci avec peut-être encore plus d'intensité. Par ailleurs, rien qu'au mois de juin, elle a conquis 550 km² de territoire supplémentaire en Ukraine. Si les livraisons d'armes anti-aériennes américaines cessent, est-ce que Vladimir Poutine aura vraiment tous les atouts de son côté pour remporter cette guerre ? Je ne crois pas, je ne suis pas un spécialiste des questions militaires, mais je ne crois pas. Écoutez, il y a 2 fronts à surveiller. Il y a le bombardement des villes, c'est toutes les nuits, le bombardement des grandes villes ukrainiennes, particulièrement la capitale, Kiev, particulièrement aussi Odessa, 2 des plus belles villes d'Europe. Eh bien, les bombardements se sont intensifiés très exactement depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, comme si Vladimir Poutine considérait qu'il avait une latitude supplémentaire pour attaquer les villes. Alors, quand on dit attaquer les villes, ce sont des drones et des missiles, vous l'avez dit, en parlant de cette nuit de terreur qui a été la nuit de jeudi à vendredi à Kiev, dans la capitale, eh bien, ça veut dire que les drones et les missiles arrivent absolument n'importe où dans la ville. Les missiles sont particulièrement imprécis et ce sont 100% des habitations civiles qui sont vidées. Alors, les habitants de Kiev passent les nuits maintenant dans le métro, se préparent dès qu'ils sortent du bureau, qu'ils rentrent chez eux, préparent à descendre la nuit avec leurs enfants dans les abris et notamment dans les stations de métro de la capitale ukrainienne. Donc les attaques sont régulières, de plus en plus fortes. Ça veut dire une chose, ça. Ça veut dire que l'industrie de défense russe fonctionne maintenant à plein régime. Elle a été renouvelée, rénovée, réinvestie, si vous voulez. Elle bénéficie d'un budget militaire absolument faramineux et de toutes les aides que vous pouvez imaginer de la part du gouvernement de la Fédération de Russie, mais aussi elle bénéficie pour certains composants de l'aide très importante de la Chine notamment, de la Corée du Nord aussi. Et pour ce qui est des drones, elle fabrique ses drones maintenant dans une usine en Russie, mais c'est une coproduction avec la République islamique d'Iran. Donc de ce côté-là, il y a effectivement une Russie qui est plus sûre d'elle-même et plus agressive. En revanche, sur le terrain, dans le Donbass, que veut occuper intégralement la Russie et qui d'ailleurs juridiquement, sur le plan politico-juridique, a annexé, la Russie a annexé le Donbass, de même qu'elle a annexé la Crimée. La Russie avance, c'est vrai, mais elle avance tout doucement. En 3 mois, elle a conquis 1% de plus, je crois, du territoire. Au total, Crimée comprise, elle contrôle toujours à peu près 20% du territoire de l'Ukraine. Elle ne paraît pas en mesure d'enfoncer substantiellement la ligne de défense de l'armée ukrainienne. Laquelle armée ukrainienne, elle aussi, est une des plus fortes d'Europe et une des plus brillantes d'Europe. Et elle aussi s'est dotée maintenant d'une usine d'armement qui est de plus en plus productive. Donc non,
Mais sur le plan de l'usure, de la guerre des villes, de la guerre de cette manière de terrorisme qui consiste à tirer sur les villes toutes les nuits, eh bien la Russie certainement marque des points et on voit bien que la défense antiaérienne de l'Ukraine n'est pas au niveau, et n'y arrive pas, et elle le sera encore moins avec la décision annoncée par le Pentagone, comme vous l'avez dit. Alors, comme souvent, il y a confusion, vous le disiez, Donald Trump a dit que non, c'était pas si sûr que ça. À la vérité, le communiqué du Pentagone est très clair et énumère la suspension de la livraison d'un certain type d'armes à l'Ukraine pour les mois qui viennent. Ce sont les missiles antiaériens Patriot, ce sont l'essentiel des tirs d'artillerie, c'est avec des obus de 155, ce sont les obus de 155, ce sont des missiles sol-sol, ce sont des missiles anti-chars Hellfire, ce sont des missiles sol-air Stinger et des missiles air-air qui équipent les F-16 de la force aérienne ukrainienne. Vous pensez bien que le Pentagone ne se serait pas donné la peine de publier et de donner à tout le monde un communiqué explicitant et détaillant les types d'armes que les États-Unis ne fourniront plus pour le moment, au moins à l'Ukraine. C'est donc quelque chose d'effectif, entériné, signé par le secrétaire à la Défense. Mais comme on est au royaume de Trump, Trump se permet de dire le contraire le lendemain. On attend de voir quelle est la réaction du Pentagone. Jusqu'à présent, c'est le communiqué du Pentagone qui fait foi, et c'est l'énumération du Pentagone, que je viens d'énumérer justement, qui fait foi également. La conclusion de tout cela, c'est que Vladimir Poutine ne pouvait pas rêver mieux de la part de son ami et peut-être allié de fait, ou en tout cas complice objectif qu'est Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine. C'est d'autant plus cruel que quand Trump veut se bouger, il peut se bouger dans le bon sens, comme on vient de le voir sur la fameuse guerre de 12 jours que Donald Trump a réussi à interrompre entre l'Iran et Israël. Et par ailleurs, c'est un peu la hantise que l'on pouvait avoir avec l'élection de Donald Trump, de voir que Trump serait au fond, en effet, un complice objectif de la Russie de Poutine, et c'est ce qui est en train de se produire de façon assez éclatante et assez tragique. Il y a eu un coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine dont il n'est rien ressorti, et pour cause, puisqu'on ne voit pas ce que Poutine pourrait attendre de mieux de la part de Donald Trump que l'arrêt des livraisons d'armes qui sont les éléments indispensables à la défense de l'Ukraine. Ce n'est même pas des armes menaçantes, c'est simplement pour pouvoir se défendre. Donc on est là dans une vraie catastrophe stratégique. Il devrait normalement, si les gens sortent du climat un peu de peur que fait régner Trump aux États-Unis, il devrait y avoir des mouvements, des protestations aussi bien au Pentagone que chez les militaires américains ou les élus républicains, parce qu'ils ne peuvent pas laisser passer cet abandon en bonne et due forme de la part de Trump vis-à-vis de l'Ukraine. C'est vraiment une des premières fois que ça se produit et où les États-Unis sont pris en défaut de défense de la liberté sur le sol européen. Donc tout ça va compliquer encore les choses et rendre la tâche des Européens d'autant plus urgente et difficile parce que les Européens, vraisemblablement en matière d'armement, ne peuvent pas se porter à la hauteur de ce que produisent les États-Unis. Oui, parce que c'est ça aussi le sens derrière ce désengagement américain qu'on voyait venir à petits pas, et puis là, cette fois-ci, c'est un pas de géant. C'est que c'est à vous, Européens, de vous en occuper, c'est votre guerre, c'est sur votre territoire. Le problème, c'est que les Européens ne sont pas en mesure de combler rapidement le vide laissé dans l'arsenal de Kiev, même si, quand même, depuis avril, l'aide militaire européenne a dépassé pour la première fois celle des États-Unis. Ça reste loin d'être suffisant. Pourquoi est-ce qu'on n'accélère pas, en fait? Cette guerre dure quand même depuis 3 ans et demi maintenant. Alors, on se doute bien qu'une usine d'armement, ça sort pas de terre comme ça en claquant les doigts, mais ça fait quand même un moment maintenant que l'Europe aurait pu accélérer, en fait, dans son aide à l'Ukraine. Tout le monde accélère en vérité, mais cela dit, c'est difficile de comparer les équipements. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'armement, mais quand on parle de missiles qui sont accrochés aux ailes des F-16, c'est évidemment des États-Unis, que ça ne peut venir que des États-Unis. Donc, j'imagine qu'il faudrait une sacrée flotte de Mirage équipée de missiles différents pour pouvoir combler ce vide-là. Ce qui est à craindre, c'est que, in fine, militairement, l'Ukraine finisse par craquer faute de pouvoir se défendre. Et si ça finit mal pour l'Ukraine, ça finit mal pour les Européens, Alain Frachon?
La situation, je m'en réfère à un article très documenté du Monde, signé d'Emmanuel Greenspan et Élise Vincent. Les Ukrainiens disposent de 8 systèmes de défense antiaériens. Alors, un système de défense antiaérien, c'est composé de plusieurs batteries de patriotes avec les radars et les missiles qui vont avec. C'est pas une seule batterie. Donc, ils disposent pour l'ensemble du territoire national de 8 systèmes, disent nos confrères Emmanuel Greenspan et Élise Vincent. Sur ces 8 systèmes, 6 sont des patriotes, donc de la firme Raytheon aux États-Unis, et 2 sont européens, notamment de conception et de fabrication franco-italienne. Donc voilà, la question qui se pose aux Européens, c'est que concevoir et produire et déplacer un système anti-aérien de ce type, ça prend 3 à 4 ans pour un système complet. Alors, les Européens s'y sont mis. Il y a notamment, je crois, 2 coproductions du Patriot qui sont prévues, qui ont vu le jour en Allemagne, mais il n'y aura rien, il ne sortira pas de système complet d'Europe et notamment d'Allemagne avant 2027. Donc c'est un moment très difficile en ce qui concerne la défense antiaérienne pour les Ukrainiens. Alors les alliés européens s'y sont mis, se sont lancés aussi, ont accéléré un peu la production de missiles antiaériens et d'armes de toutes sortes, notamment l'achat d'obus de 155, mais tout ça prend du temps. Et on n'a pas le sentiment non plus d'une mobilisation exceptionnelle de l'industrie d'armement européenne. Je me trompe peut-être en disant ça, mais on n'a pas ce sentiment-là. On n'a pas le sentiment d'usines qui vont travailler en faisant les 3-8 dans toute l'Europe, si vous voulez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les pays européens sont assez largement pourvus en système antiaérien. Mais les armées nationales, les gouvernements ne veulent pas tout donner. Ils ont peur de dépouiller leur territoire national pour le cas où la guerre viendrait. Les militaires veulent toujours être prêts et estiment que vis-à-vis du politique et vis-à-vis de leur pays, ils se doivent de conserver un certain type d'armement pour le cas où un conflit surviendrait. Le Pentagone dit exactement la même chose. Le Pentagone dit « Nous avons besoin de toutes ces armes. Nous avons dépouillé nos stocks, notamment au profit d'Israël en matière de missiles antiaériens. Nous avons besoin de les reconstituer. Et donc, pour ce qui nous concerne, pour toutes les armes qu'énumérait le Pentagone dans son communiqué hier, eh bien, il n'y aura plus de livraison à l'Ukraine. Ce qui ne règle pas toute la question de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, parce que d'ici à la fin de l'été, on n'arrivera non plus à une suspension de l'aide américaine à l'Ukraine, mais il faudra voter une nouvelle tranche. La tranche qui est en cours prendra fin, et il faudra à ce moment-là voter une nouvelle tranche militaire et civile d'aide à l'Ukraine. Cette année, en tout cas à partir du printemps, si on calcule de printemps à printemps, ce sont les Européens qui fournissent l'aide la plus substantielle, militaire et civile. 72 milliards de dollars, je compte en dollars, pour 56 ou 58 côté américain. Donc, il y a un effort européen à l'évidence, d'autant plus méritoire que l'Europe est en phase de difficultés budgétaires du fait du volume des dettes publiques en Europe. Mais tout ça prend du temps. Ça ne veut pas dire, je reviens à votre première question, que l'armée russe va gagner la bataille, va enfoncer le front ukrainien. Ça veut dire que les Ukrainiens vont vivre des moments encore plus difficiles jusqu'à 2027-2028, où l'industrie d'armement européenne sera peut-être en mesure de combler certaines livraisons américaines, et encore pas toutes. La grande question, c'est de savoir ce que Poutine va faire de ce permis d'attaquer, puisqu'on voit bien que plus les États-Unis annoncent leur retrait, plus s'intensifient les attaques contre Kiev. Il faut sans doute d'ailleurs remonter au Blitz des années 40 pour trouver une situation comparable pour une capitale soit attaquée de cette façon, chaque nuit d'ailleurs, etc. Et donc il faut se souvenir aussi qu'à chaque fois que les Américains ont manifesté un retrait quelconque, Poutine s'est engouffré dans ce vide pour le combler. D'ailleurs, c'est ce qui nourrit l'inquiétude maximum, je pense, qu'on peut percevoir aujourd'hui, aussi bien en Pologne que dans les États baltes, qu'en Finlande, en Suède, sur ce que serait la prochaine étape russe, compte tenu de ce qu'est l'attitude américaine aujourd'hui. Et donc, me semble-t-il, se trouve balayé aujourd'hui toutes les évocations que Trump a pu faire à l'OTAN sur l'article 5, le doute qu'il entretient, qu'il continue d'entretenir sur toutes ces questions. Donc cette notion de complicité objective
de Trump par rapport à Poutine, moi je trouve, c'est vraiment l'élément central de ce que nous vivons. Et c'est aussi à méditer pour les Chinois, parce que plus les Américains seront, entre guillemets, comme cela, inoffensifs, et plus les Chinois pourront déployer leurs ambitions. Donc je ne sais pas si Alain voit les choses de façon aussi sombre, mais je pense que là, on est entré dans une période vraiment très très sombre, liée à l'attitude américaine, qui est une attitude... en tout cas, celle de Trump. Je ne sais pas si elle sera partagée. L'ambassadrice actuelle des États-Unis à Kiev vient de donner sa démission. Et elle a explicité sa démission dans un document qui a été publié aux États-Unis et qui est une critique très virulente de l'attitude américaine sous Trump aujourd'hui vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de l'Ukraine. C'est certainement pas un point de vue solitaire. Je pense que c'est un point de vue qui est certainement partagé dans des cercles importants aux États-Unis. Reste à savoir s'ils auront le cran de se manifester face à quelqu'un qui les menace aussitôt de poursuites, de représailles, de je ne sais quoi, qui montre que petit à petit, en même temps, Trump avance vers un système de plus en plus autoritaire. Un mot pour finir, s'il vous plaît, sur cet entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. C'est intervenu dans ce contexte-là dont on vient de parler, ce mardi 1er juillet. Ils se sont parlé pendant 2 heures au téléphone et c'était la première fois depuis 2022. Comment est-ce qu'on peut comprendre, interpréter cette discussion téléphonique ? Écoutez, je crois que la discussion a porté sur l'Iran comme sur l'Ukraine, mais elle a aussi porté sur la question de la prolifération nucléaire, question qui intéresse la Russie autant que la France ou la Grande-Bretagne, puisque ce sont les 3 pays à côté de la Chine et des États-Unis qui sont membres du Conseil de sécurité de l'ONU et gardiens du traité sur la non-prolifération nucléaire. Donc la conversation a longtemps porté sur l'Iran. Elle a aussi porté sur l'Ukraine. Et d'après le compte-rendu qu'en a fait l'Élysée, Poutine n'a en rien bougé d'un pouce sur sa volonté d'asservir l'Ukraine. Alors, il ne l'a pas présenté comme ça, mais il a dit les causes profondes de la crise, voilà, c'est l'encerclement occidental, c'est la volonté de transformer l'Ukraine en sorte de porte-avions avancé de l'OTAN. Je saisis l'occasion de votre question, Hélène, pour essayer, si vous me donnez 2-3 minutes, de revenir sur ces causes profondes, c'est-à-dire sur le discours russe pour justifier l'agression, la guerre d'agression perpétrée contre l'Ukraine. Pays dont, naturellement, la Russie a reconnu l'indépendance et pays dont la Russie s'est portée garante des frontières et de l'intégrité du territoire lorsque l'Ukraine a accepté de rendre ses armes nucléaires à la Russie au moment de la chute de l'Union soviétique. Cette acceptation a été donnée en 1994 et depuis ce temps-là, la Russie a dit, puisque nous avons maintenant les armes nucléaires de l'Ukraine, eh bien, nous garantissons l'indépendance de l'Ukraine, l'intégrité de ses frontières, etc., blablabla. Tout ce qui a été violé, naturellement, par la Russie de Vladimir Poutine. Alors, c'est quoi le narratif russe pour justifier la guerre ? C'est de dire, nous sommes obligés d'entrer en guerre contre l'Ukraine parce qu'elle va rentrer dans l'OTAN et que nous aurons comme ça un grand pays voisin à notre frontière sud qui sera membre de l'OTAN. Alors, la situation est la suivante. En 2008, il y a eu un sommet de l'OTAN, n'est-ce pas ? Et le président des États-Unis, c'était Bush Junior. Et sous la pression des États-Unis, ce sommet de l'OTAN a dit que l'Ukraine avait vocation à entrer dans l'OTAN. Mais à ce moment-là, l'Allemagne et la France se sont opposés à cette éventualité. Et on a fait un communiqué commun dans lequel il y a cette formule, l'Ukraine a vocation à entrer dans l'OTAN, mais on n'ouvre pas la procédure d'adhésion. Ça, c'était le veto franco-allemand. Et ça, c'était fait du temps de Bush fils. Alors, c'était peut-être un très mauvais compromis, mais c'était ça le compromis. Arrive ensuite 8 ans de présidence Obama. Le président Obama est tout à fait en accord avec l'Allemagne et la France. Il ne met jamais sur la table la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il en reste au veto franco-allemand qu'il soutient à 100%. Pas d'ouverture d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Le système est fermé, bouclé. Les Russes n'ont rien à craindre. Arrive le président Trump. Il surenchérit sur Obama. Pas question d'ouvrir la procédure d'adhésion à l'Ukraine. Point. Double cadenas. Arrive
ensuite le président Biden, qui formellement, jusqu'au dernier jour, s'oppose à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il y avait donc là un veto sur l'arrivée de l'Ukraine dans l'OTAN et personne n'avait envie de le lever. Enfin, personne. En tout cas, pas les Allemands, ni les Américains, ni les Français. Peut-être que les Polonais auraient aimé le lever, ou bien les pays baltes, ou bien les Scandinaves. Mais on en était là. Il n'y avait aucune perspective d'entrée de Kiev dans le pacte atlantique au moment où la Russie lance ses divisions blindées à l'assaut de Kiev. Mais cette thématique de l'OTAN qui encerclerait l'Ukraine a été particulièrement bien reçue en France et elle est avancée à droite et à gauche par tous ceux qui ont des faiblesses pour la Russie de Vladimir Poutine en général. Donc voilà, là, on en était là. Alors c'est vrai que l'Ukraine a mis dans sa constitution qu'elle devait un jour rentrer dans l'OTAN. Mais depuis, Zelensky lui-même a dit, bon, si on veut pas de nous, on veut pas de nous, mais en revanche, nous voulons une collaboration forte en matière de sécurité pour les années qui viennent, compte tenu du comportement qui est celui de la Russie à notre égard. Ça, c'est l'argument OTAN. Vous noterez que cet argument OTAN, si vous reprenez les discours prononcés par Poutine depuis qu'il a lancé ses troupes à l'assaut de Kiev, est rarement mis en avant. Quelquefois, il évoque, oui, mais l'OTAN était en train de constituer une industrie d'armement et d'armes biochimiques très dangereuse pour la Russie au moment où on a dû lancer nos troupes à l'assaut de l'Ukraine. Ça n'a jamais existé, c'est un pur mensonge. Le deuxième argument avancé, c'est nous ne pouvons pas avoir à nos frontières un régime nazi. Il faut donc dénazifier le régime politique à Kiev. Alors ça, c'est un des arguments les plus fréquemment avancés par Vladimir Poutine, si on fait des pourcentages. Et même Poutine a été assez loin. Il a dit qu'il faudrait mettre l'Ukraine sous une administration onusienne le temps que l'Ukraine se dote d'un gouvernement qui ne soit pas contre la Russie. Donc ça, c'est l'argument. Nous refusons l'indépendance de l'Ukraine. Nous voulons avoir à Kiev un gouvernement qui soit totalement à la botte des Russes. C'est ce qu'on appelle la dénazification et c'est un des arguments les plus souvent avancés par Vladimir Poutine. Le troisième argument, c'est la protection des russophones du Donbass. Les russophones du Donbass qui ont été maltraités, c'est vrai, par les gouvernements ukrainiens, particulièrement à partir de 2014. Alors aujourd'hui, ils sont plus maltraités, mais le Donbass est détruit. Donc les populations russophones, elles ont fui, et en général, elles ont fui vers Kiev, plutôt que vers la Russie. Le quatrième argument qu'évoque Poutine assez souvent aussi, notamment dans une célèbre émission de télévision où il s'adresse à des étudiants, il dit qu'il faut reprendre ce qui nous appartient. L'Ukraine nous appartient, c'est à nous. Nous devons le reprendre. Nous devons à nouveau accomplir le travail qui avait été accompli par les tsars lorsqu'ils ont constitué l'Empire russe. Ça, c'est l'argument néocolonial ou néo-impérialiste qui n'est pas caché à Moscou, qui est avoué comme cela et qui est écrit même dans un texte resté fameux en juillet 2021 qu'a écrit Vladimir Poutine sur le fait que l'État ukrainien n'existe pas, c'est une falsification qui peut s'effondrer d'une pichenette et le peuple ukrainien n'existe pas non plus, ce sont des Russes. Voilà, si vous voulez, l'ensemble du narratif évoqué par les Russes. C'est un ensemble qui ne tient pas la route et qui n'est là que pour masquer une volonté impérialiste ou néo-impérialiste et qui est de ne pas tolérer l'indépendance de l'Ukraine, de ne pas tolérer l'indépendance de la Géorgie, de ne pas tolérer l'indépendance de la Biélorussie et de reconstituer ainsi à sa frontière une manière d'empire russe. Voilà le narratif russe. Eh bien, le président Macron a dû l'écouter et l'entendre une fois de plus. À partir de là, il n'y a pas grand-chose à faire pour les Ukrainiens, sinon à se défendre. Merci beaucoup Alain Frachon pour ce rappel des raisons, des justifications à l'invasion russe de l'Ukraine. Et effectivement, les Ukrainiens doivent maintenant se battre, ils n'ont plus le choix et ils se battront si possible avec les Européens derrière eux si les Américains leur font défaut. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani pour cet épisode. Merci Alain Frachon, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Marius Sor.